Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Emeric et... Oui, c'est pas Thibaut. Avant de commencer, je tiens à vous rassurer, non, j'ai absolument pas enfermé Thibaut et pris sa place, il est juste un peu malade, bref, c'est tout, il reviendra quand il ira mieux. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode flashback qui se concentrera sur le bloc spirale temporelle. Mais ça, on va en parler après. Vous l'avez deviné, la phase de pub. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram si ce n'est pas déjà fait. Que vous pouvez également nous retrouver sur la chaîne Twitch, où l'on propose des lives tout au long de la semaine, du gameplay, les SNC. En ce moment, on fait le tournoi des 5 universités qui se passe très bien, etc. etc. Vous pouvez aussi retrouver la Taverne de la Tour, qui est notre nouvelle émission de débat hebdomadaire qui a lieu tous les mardis. Il existe maintenant une chaîne secondaire qui s'appelle les Archives de la Tour, où vous pourrez trouver en replay tous les lives de Twitch. Et enfin, il faut aussi remercier les tipeurs, parce que grâce à vous, on peut investir dans le Discord, dans la qualité des vidéos, dans la qualité du contenu, dans la qualité du matos, tout ça. Merci à vous, merci, parce que sans vous, on pourrait faire beaucoup moins de trucs que ce qu'on fait déjà. Avec l'arrivée de Time Spiral Remastered il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un retour sur le bloc qui, mine de rien, a aujourd'hui presque 15 ans. Eh oui, on dirait pas, mais c'est quand même assez vieux. Donc, on va faire ensemble un tour rapide des cartes que ce bloc apporte en Commander. Mais avant ça, un tout petit peu d'histoire. Spirale Temporelle, c'est une édition qui est sortie en octobre 2006. C'est une édition assez appréciée des joueurs car elle sonnait le grand retour sur Dominaria avec la nouvelle frame. En plus de ça, on pouvait trouver des cartes time-shiftées ou décalées dans le temps qui disposaient d'une vieille frame en hommage à l'ancien design. Cette édition de base a été suivie par 2 extensions que l'on verra aussi dans cette vidéo, Chaos Planaire et Future Sight ou Vision de l'avenir. D'ailleurs, petite information qui est complètement inutile mais qui vous permettra de briller en société, les 3 noms de ce bloc sont issus de noms de cartes existantes. Spirale Temporelle étant un sort du bloc Urza qui faisait l'équivalent d'un Time Twister, Chaos Planaire qui est un enchantement du bloc Jugement, et Vision de l'avenir qui est un enchantement de Carnage qui permettait de jouer avec la carte du dessus du deck. Commençons sans plus tarder par le commencement, Spirale Temporelle et les cartes blanches. Alors en blanc, on va commencer déjà par 3 cartes. Grâce de l'ange, le scintillement momentané et rendre à la poussière. La grâce de l'ange est un éphémère qui permet pour un mana de ne pas perdre en split seconde. Mais c'est pas tout. On est dans un format où il arrive que les joueurs gagnent sans tuer, par exemple, je sais pas moi, Oracle de Tassa. Et bien avec la grâce de l'ange et sa fraction de seconde, ça permet de bloquer la win adverse le tour où il l'a joué. Je m'explique. Fraction de seconde est une capacité qui dit, tant que ce sort est sur la pile, les joueurs ne peuvent pas lancer de sort ou activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana. Donc, on peut lancer des sorts pour le contrer, mais le sort avec fraction de seconde se résolvera en premier. Donc si par exemple votre adversaire fait « Je vais piocher tout mon deck, je joue Oracle de Tassa, le trigger est dans la pile », donc il va avoir le trigger de l'Oracle de Tassa, il est censé gagner. Eh bien, si vous jouez Angel's Grace, ça va dire, ou Grâce de l'Ange, ça dit que du coup, ils ne peuvent pas gagner ce tour-ci. Ils ne gagneront pas. Cette carte, je pense que avec la prolifération de ce genre de deck, des decks Tassa's Oracle, Grâce de l'Ange, ça peut être un slot intéressant si vous jouez blanc. Et aussi, ça évite de mourir sur des grosses phases d'attaque. Le scintillement momentané, c'est une excellente carte dans les jeux Blink, qui permet de blinker une créature, tout bêtement. Ça permet aussi de la sauver d'un sort, ou d'une phase de bloc un petit peu compliquée. Ou simplement de refaire un ETB intéressant si votre créature a un effet d'entrée en jeu. Son flashback est un peu anecdotique, le souci étant que du coup ça oblige la carte d'être jouée dans minimum des decks Azorius. Retour à la poussière, c'est un staple du format, donc on n'a pas besoin d'épiloguer vraiment dessus. Mais pouvoir exiler 2 cibles en éphémère, c'est fort, ça l'était depuis que la carte est sortie. On passe à la suite avec le mage du disque et Mangara de Corondor. Donc le mage fait partie d'un cycle qui a été initié avec Spirale Temporelle et qu'on reverra tout au long du bloc. C'est celui des magis, parce qu'en anglais c'est les magus, donc un magus, des magis. Ce sont des créatures, souvent des sorciers, qui sont des versions créaturisées d'anciens artefacts. En l'occurrence, ici, il s'agit du disque de Nevinyrral, donc on a accès en gros à un disque de Nevinyrral sur pattes. Ce qui peut avoir son intérêt dans des decks qui ont besoin d'avoir beaucoup de slots de créatures. Mangara de Corondor, quant à lui, est une créature légendaire avec une capacité activée que l'on peut aisément casser. En effet, le coût d'activation demande seulement de l'engager. Donc, si on peut le blinker avec, je sais pas, par exemple, scintillement momentané, eh bien on peut se débarrasser définitivement d'un permanent. Ce qui le rend assez intéressant.
Cependant, je ne pense pas qu'il soit jouable en tant que commandant dans un deck. On va maintenant passer au bleu, la couleur préférée de tout le monde, avec Vision Ancestrale, Ixidron et le Mage de la Jarre. Donc la Vision, ça fait partie d'un cycle de sorts qui rappelle des sorts iconiques du passé de Magic. En blanc, on avait Balance, en bleu, ce sera Rappel Ancestral. On peut tout à fait l'intégrer à un deck Vega ou un deck Ranarr pour en tirer encore plus parti, puisque quand on va lancer le sort en suspension, soit on va faire un esprit, et quand le sort va se jouer depuis pas notre main, on risque de piocher une carte avec Vega. L'Ixidron, c'est une créature qui a un effet assez unique, c'est celui de retourner toutes les créatures face cachée quand il arrive en jeu. Donc si vous le jouez dans un deck mu, c'est super, parce que du coup, vous pouvez retirer une deuxième fois partie de vos créatures, quand vous allez pouvoir les retourner face recto. Sauf que toutes les créatures sont retournées, et donc si vous avez une créature, ou s'il y a des créatures sur le board qui n'ont pas la mu, il sera impossible pour cette créature de revenir dans sa phase normale, à part en le remontant dans sa main. Ce qui rend du coup l'Ixidron très très fort, et pendant un bon moment, c'était joué comme étant limite un removal dans la plupart des decks bleus. Le Mage de la Jarre, c'est la fameuse jarre mémoire, mais en bleu et avec un buddy. C'est par conséquent moins fort que la carte de base qui était abusée puisqu'on pouvait l'utiliser dès qu'elle arrivait en jeu, mais ça reste ok dans plusieurs decks, notamment ceux qui auront besoin d'effets de pioche massifs. On continue avec Œil de l'Ophidien, Au travers des éons et Trompe entrave. L'Œil de l'Ophidien, c'est une curiosité pour 2 incolores de plus, mais avec le flash. C'est extrêmement fort dans les decks Niv Mizzet par un contrôle, car ça permet de gagner en flash, tout simplement. Et on la retrouvera aussi dans quelques jeux Aura Voltron qui peuvent en tirer parti. Je pense à Tuvasa ou Daxos ou ce genre de deck. Au travers des aimants, c'est un sort de tour supplémentaire avec la possibilité de le remonter dans la main en sacrifiant 3 îles. L'avantage qu'offre ce sort, contrairement à d'autres sorts de tour sup, notamment ceux qui sont sortis récemment, c'est qu'il ne s'exile pas ensuite. Par conséquent, on peut en abuser, notamment avec les fameuses boucles Meloku et le Mystic Sanctuary. GG, vous êtes parti pour une boucle. Trompe entrave, c'est une asphyxie qui a un effet supplémentaire et qui dispose également de fractions de seconde, ce qui la rend très puissante. Ce sort trouve sa place dans la plupart des jeux contrôle qui ont une masse critique de contre-sorts ou qui peuvent avoir une méta spécifique où l'on va jouer les capacités activées ou déclenchées, comme par exemple les jeux qui font combo infini avec inversion dramatique et sceptre isochronique, ou les decks Tassas Oracle, etc., etc., etc. C'est une carte qui est pas tellement joué et que je trouve ça dommage parce que c'est quand même très fort. On termine notre tour du bleu avec Teferi, le mage de Zhalfir, qui est la première apparition en carte du mage préféré de tout le monde. Il est tout ce que le joueur bleu représente et ce que les gens aiment ou détestent. Parce qu'il a flash, il permet de jouer toutes les créatures comme si elles avaient le flash, il empêche les adversaires de jouer autrement qu'à vitesse rituelle. C'est vraiment pas mal. Il est un peu cher mais c'est une bonne pièce de Stax. Et si vous le jouez à côté du fameux sauvoir de connaissances, vous pouvez softlock la partie et en refaire une en vous gaussant de tout le sel que vous allez pouvoir récolter. Passons maintenant à la couleur noire avec Retour de l'effroi, Variole et Déliquescence soudaine. Retour de l'effroi, c'est un sort de réanimation qui peut paraître un petit peu cher de prime abord, mais qui a l'avantage d'avoir le flashback. Donc en sacrifiant 3 créatures sur votre board, vous pouvez réanimer une grosse créature. Les decks réanimateurs, Dredge, Automel, etc. vont l'adorer. Variole, c'est une carte habituée des decks mono-black suicide. Elle a connu un certain regain d'intérêt en Commander, principalement avec l'arrivée de Tergrid, la déesse de la peur. Variole, c'est un sort très punitif, mais très puissant, qu'il faut jouer avec précaution, donc faites attention à vous. Déliquescence soudaine, on va continuer avec les sorts qui disposent de fractions de seconde, avec un sort qui va transformer tout le board adverse en rien du tout. Plus de force, plus de capacité, juste du rien, juste 2 petits points d'endurance. C'est un sort que j'aime beaucoup voir jouer en réponse à Pyroclasme par exemple. Le traître infernal, alors vous le savez peut-être, mais j'aime bien un certain archétype en commandeur, c'est aristocrate. Eh bien le traître infernal, c'est tout ce dont on a besoin dans ce type de deck. Ça a de la redondance, puisque ça peut revenir du cimetière, ça a une valeur de mana assez basse pour être joué rapidement, et surtout, ça colle au board. C'est toujours là, c'est incroyable. On va parler de Endrexar, le maître reproducteur. Toujours dans l'esprit des decks Aristo, on retrouve Endrexar. Alors un peu d'histoire, Endrek, c'était un sorcier qui appartenait à un ancien ordre de Dominaria qui était l'ordre de la main d'ébène. Pour ce dernier, il a dû mettre au point une race de serviteurs infaillibles et facilement remplaçables pour faire leur basse besogne. Et c'est comme ça qu'il a créé les Sran. Donc cette carte représente parfaitement tous les aspects de l'aristocrate qui a besoin d'avoir des petits trucs. On crée des jetons qui peuvent pas atteindre un certain nombre,
Là, en l'occurrence, c'est 7, puisque oui, à l'époque, on avait peur du power creep. Et c'est idéal dans un deck qui va créer des jetons qui seront prêts à être sacrifiés. On parle maintenant du rouge avec l'ancienne rancœur. Alors, on voit cette carte de temps en temps, un peu moins maintenant, mais c'est une carte qui va énormément dans les decks qui n'aiment vraiment pas les artefacts ou qui ont besoin d'empêcher le fait que certains artefacts soient en jeu. L'avantage que ça a, c'est que son coût de flashback est moins cher que le coût du sort normal. On va parler maintenant de mitraille. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de mitraille ? Est-il vraiment possible de ne pas connaître cette merveille de design ? Cette carte fabuleuse qui permet de gagner de n'importe où ? Déluge, c'est une mécanique parfaitement équilibrée. Non, je déconne. C'est super cassé, c'est joué pour gagner, et on la retrouve notamment maintenant dans les decks Storm comme Birgi ou le deck d'Argo-Jeska, dans les hautes sphères du commandeur. Les souffles en fer du Bogardan, c'est une ancienne star du standard. Alors oui, je vous jure, une 5-5 flash vol pour 8, c'était joué x4 en standard à l'époque. Ça fait de temps en temps quelques apparitions dans les decks dragons maintenant, un petit peu à la manière du seigneur dragon Atarka, parce que les blessures qu'il va infliger avec son ETB permet une grande flexibilité, ce qui n'est pas pour nous déplaire. On va parler maintenant de 3 créatures légendaires, donc Ib, Miker, tacticien gobelin, Jayabalar, mage de force, et Norin le circonspect. Alors, le tacticien gobelin, c'est une illustration amusante pour un effet d'autant plus casse-tête, puisque Ib va transformer peut transformer une armée de gobelins en dégâts, et si vous êtes un peu chaud, vous pouvez détruire vos montagnes pour créer des gobelins, mais bon. Qui ferait ça? Jaya, quand on regarde ses capacités, on peut considérer que c'est un proto-planeswalker, dans le sens où elle a 3 capacités, avec des coups d'activation différents, et qui vont crescendo en termes de puissance. Bon, ça demande à chaque fois de défausser une carte, mais je trouve que ces effets sont assez intéressants. Et surtout le fait qu'elle soit en zone de commandement et qu'elle coûte que 3 à jouer, ça la rend envisageable dans des decks à la cool. Et enfin, pour Norin, les amateurs de beaux jeux, passez votre chemin, voici une carte absolument horrible. Seule, elle fera rien, mais avec le temps, en fait, le truc, c'est que Norin a pris la tête des decks mono-rouge KO, et ça a acquis une certaine notoriété en termes de mèmes. Alors oui, couplé à Purphoros, c'est rigolo, mais voilà, ça s'arrête là. On termine avec le rouge avec 2 cartes, Roue du Destin et Réitération. La Roue du Destin, c'est ni plus ni moins qu'une Roue de la Fortune en suspension. C'est fort. C'est aussi une bonne option qui peut être jouée dans les decks Wheel pour répéter les effets. Et ça peut aussi être la cible d'une cascade, parce que en fait on peut pas la jouer normalement, mais tout ce cycle de cartes qui ont la suspension peuvent être cascadées. Et Réitération, c'est un effet de fourche avec le rappel. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je sais pas. La carte sera surtout très appréciée des decks basés sur la mécanique du déluge. On salue bien évidemment Mizix et Calamax. On va maintenant passer au vert, avec la Poigne Crosiane, le Mage du Candélabre et la Ranger de la Scrutée. La Poigne Crosiane, c'est une carte qui avec le temps est devenue un staple, parce que combo artefact est devenu de plus en plus populaire, et que Cross and Grip a fraction de seconde. Donc ça permet d'outrepasser le fait de partir en combo. Le Mage du Candélabre, c'est la version créaturisée du Candélabre de Tavnos, donc on peut lui trouver une place dans les jeux rampes basés sur les terrains. Ça va permettre de générer une folle quantité de mana, avec un berceau de Gaïa ou... Non, mauvais exemple. Avec un Itlimoc ou les coffres de la coterie, par exemple. Et pour la Ranger de la Scrutée, si vous jouez à Shaya, c'est fort. Sinon, c'est une carte qui permet encore de bouiter avec les capacités activées de nos créatures, qui implique de les engager, par exemple. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a À la recherche de 2 mains, Télon de Havrebois et la Dryade de la Yavimaya. À la recherche de 2 mains, c'est un petit sort de rampe qui est sympa, c'est un bon tour 1. Le fait qu'on puisse se permettre de mettre ce sort en suspension, c'est qu'au tour 3, en fait, quand on va aller chercher notre sort, enfin notre terrain, le terrain va arriver dégagé en jeu. Donc c'est très 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 sympa. Et ça nous permet d'avoir un vrai tempo en plus, quoi. Télon de Havrebois, c'est my boy, c'est mon pote, c'est tout ce que vous voulez. J'ai beaucoup aimé Létalité à l'époque. Et du coup, il a une place spéciale de mon cœur. Mais faut être objectif, c'est pas une très bonne carte. Il a complètement été détrôné avec l'arrivée successive entre guillemets de Gavé dans les decks de Commander 2011, mais qui du coup était en Abzan, mais surtout de Flonge-Pied en Golgari, qui a complètement fait de l'ombre à mon petit Télon. Mais je continue à bien l'aimer. Dryade de la Yavimaya, c'est rare de pouvoir donner des terrains aux autres, mais la Dryade le permet, donc on peut en tirer parti. Notamment avec le fait que du coup on peut donner la traversée des forêts, si on peut donner la traversée des forêts à notre board, à une armée d'elfes par exemple, ça semble assez puissant. Passons maintenant au multicolore. Donc on a une paire de commandants et une seule qui est non légendaire, donc on va commencer par lui, c'est le Slivoid Harmonique. C'est une Aura Shard pour Slivoid, donc c'est fort. Le truc c'est que faut faire attention avec ces effets là parce que c'est tous les Slivoid qui ont les effets.
Et bien souvent, en fait, ça arrivait à l'époque qu'on voit dans des decks 1 ou 2 Slivoïdes en random pour contrer les gros Slivoïdes en face. Dralnu, le Seigneur Lich. Alors, si vous cherchez un bon vieux deck contrôle Dimir, c'est votre homme. Enfin, votre Lich. Il va vous permettre des stratégies autour des wheels, avec Dark Deal, Aubaine, etc. et beaucoup de contrôle. Mais ça demande un sacré effort de deck building, notamment à cause de sa capacité statique, qui dit que si des dégâts devaient être infligés à Dralnu, vous deviez sacrifier autant de permanents à la place. Hit, le grand arcaniste. Alors, toujours dans la veine contrôle, mais en moins bon, je vous présente Hit, qui a donné son nom au fameux Maze of Hit. Alors, il sera mieux dans les 99, principalement parce qu'on peut pas le mettre en suspension depuis la zone de commandement. Et 7, c'est vraiment trop cher. Kervek, l'impitoyable, donc amoureux des decks Punisher, vous êtes au bon endroit. C'est une carte qui peut devenir très forte si vous jouez correctement avec. On va chercher à le jouer et à le protéger le plus rapidement possible, et laisser les autres se tuer. Vous ajoutez 2-3 doubleurs de dégâts, vous mettez du Torbran, vous mettez voilà ce genre de truc, et ça devient vite stupide. Front de Roche, héros de la Crozia. On peut retrouver ce deck à la deck d'un deck piétinement tribal, ça peut être sympa, surtout avec les récents ajouts, enfin je dis récents, c'était il y a presque un an, les ajouts d'Ikoria en la matière. Safi Eriksdottir, en gros c'est une pièce de combo. À l'instar de Mangara dont on a parlé précédemment, elle va vous permettre de mettre en place des boucles, c'est à vous de trouver laquelle vous voulez mettre dans vos decks. Sion de Lure Dragon, si vous montez un deck avec le Sion en tête, il faut se dire que c'est un faux deck dragon tribal. C'est un peu comme les decks Zakama qui sont pas des decks dinosaures. Là, vous êtes sur un deck combo. L'idée, c'est de faire de l'abus des activations de l'effet du Sion pour générer énormément de value, ou alors de tuer avec une gigantesque copie de Skityrix qui va mettre des marqueurs infection à tout le monde. Alors, Mishra, c'est compliqué, mais en gros, il y a un setup qui est possible avec les decks Mishra. C'est très particulier, et je n'ai pas assez joué le deck pour en parler correctement. Mais il y a un setup particulier qu'on peut mettre en place pour, en gros, ça permet de bloquer un peu la game. En artefact, on a retenu Floraison de Lotus. Ça vous fait pour 0, ça suspend 3 et ça vous fera un joli Lotus noir, ce qui est pas mal quand on sait que dans ces tours-là, on aura tendance à développer correctement son plan de jeu et prendre de l'avance sur nos adversaires. Donc ce petit boost de mana sera le bienvenu. Et enfin, on a 3 petits terrains, les Ruines de l'Académie, qui sont incontournables dans les decks artefacts. La Caverne aux Gemmes, qui donne un bon boost si la carte est dans votre main de départ. Et Vesuva, qui est très fort dans le format car on peut facilement copier le berceau ou le coffre de quelqu'un. Ah mais zut, on n'a pas parlé des cartes time shiftées, je suis bête. En bleu, on a le Seigneur de l'Atlantide, idéal pour tous les amoureux des decks ondes. En noir, on a Conspiration, qui est un véritable moteur à combo puisque vous pouvez changer le type de toutes vos créatures en un autre. On a aussi le Chef de guerre mort-vivant, un Lord Bow pour les zombies qui est très apprécié et qui était énormément joué à l'époque en standard. En rouge, on a Orage des Dragons, qui était une carte qui a chamboulé le standard de l'époque, oui, je vous assure, et que l'on peut facilement casser dans notre format. Ainsi que Pandemonium, qui a le bon goût de donner un kill aux jetons contenant du rouge. Typiquement Purphoros ou Krenko. En vert, on retrouve l'Épix Nourricier, qui est la clé de voûte de nombreuses combos, ainsi que le Mur de Racine, qui permet de ramper en réduisant la créature. Pour ce qui est du multicolore, on a une créature légendaire qui est Merieke Ribéry, ou Merieke Ribérite, qui va être à la base d'un deck Esper contrôle des créatures adverses. Et enfin, le Serpent Mystique, qui est une créature qui contre, donc c'est toujours agréable à avoir. On va maintenant passer à la deuxième extension du bloc, qui était Chaos Planaire, et qui disposait cette fois de cartes qui étaient color shiftées. C'est-à-dire qu'elles étaient des réimpressions d'anciennes cartes, mais dans une autre couleur. On explorait ici les réalités alternatives de l'univers de Dominaria, comme on va le voir avec notre première carte qui est Crovax, héros en devenir. On va aussi parler du mage du tabernacle et de rattachement. Alors, Crovax, héros en devenir, c'est la version color shiftée, décalée dans les réalités, on va dire, si vous voulez, de l'Incarmal en devenir. Donc l'Incarmal, c'était le champion du mal, en gros. À l'époque, c'était une créature qui coûtait 6 dont 2 noirs, et qui donnait un boost aux autres créatures noires, et qui diminuait la force et l'endurance des créatures non noires. Là, on a exactement la même chose, en blanc, donc ça booste les créatures blanches, et ça débuffe les créatures non blanches, et on peut, pour 2 points de vie, le renvoyer dans la main de son propriétaire. Il y a malheureusement pas grand chose de plus à ajouter là-dessus, la carte est un petit peu trop chère pour être un commandant, on pourra l'avoir de temps en temps, je pense, dans certains decks mono blanc token, mais ça s'arrêtera là. Le mage du tabernacle qui va initier le cycle des mages de Chaos Planaire, où là, au lieu d'être un hommage à des artefacts, ce sont des hommages à des terrains. Et donc le mage du tabernacle est bien évidemment un hommage du Tabernacle at Pandrel Vale,
la fameuse carte de légende que tout le monde adore. Bah, alors, c'est sympa de mettre ça sur une créature, le problème c'est que du coup, eh bien, t'es obligé de payer toi-même pour garder cette créature vivante, c'est un peu stupide, mais c'est toujours rigolo de voir ce genre de mage. Rattachement, qui est un rituel qui permet de renvoyer toutes les cartes d'aura depuis votre cimetière et qui peuvent enchanter que des créatures de cette manière. Ce qui ne peut pas enchanter une créature reste dans le cimetière cependant, donc attention si vous décidez de jouer cette carte. La carte est très forte, bien jouée dans le bon deck, elle est vraiment très forte. J'en ai vu jouer une ou deux, et c'est vrai que quand quelqu'un te remet une conscription Eldrazi sur son Tuvasa, ça fait un peu bizarre. La dîme de mana et l'enchantresse de la Mesa, qui sont les deux cartes color shiftées de l'édition. Donc dîme de mana qui est une Force Spike, si je ne m'abuse, mais en blanc. Donc c'est assez rigolo de voir des contres en blanc. C'est une bonne carte pour le commandeur, mais attention parce que ça se jouera pas systématiquement. Il faut pas oublier que, à moins que son contrôleur ne paye 1, ça reste tout de même assez anecdotique dans notre format. On est loin des formats 60 cartes où c'est censé aller beaucoup plus vite. Bien souvent le 1, en fait, le truc c'est que les gens l'auront, à moins que ça passe vraiment limite, mais sinon c'est pas assez fort. Et enfin l'enchantresse de la Mesa, qui est ni plus ni moins que la version en blanc des fameuses enchantresses Verduane, je crois que c'est, qui était verte au départ. Donc à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, piochez une carte, c'est une enchantresse, c'est fort dans les decks enchantresse, les decks enchantresse jouent souvent blanc, donc parfait. On va passer au bleu en commençant par la créature légendaire color shiftée de l'édition, qui est Nat, experte en conjuration. C'est la version alternative de Nat, Séide de la Coterie, un commandeur mono noir qui était si puissant et si embêtant qu'il est complètement banni en commandeur. Là, Nat dit qu'au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur peut mettre en jeu une carte d'artefact, de créature ou de terrain de sa main. De prime abord, ça semble quand même assez limite de pouvoir donner aux autres une carte. De pouvoir choisir, tiens, tu peux mettre une créature, tu peux mettre un terrain. Ça donne énormément de rampes, mais ça en donne à tout le monde. Sauf que si nous, on construit Nat en tant que notre commandant, eh bien on sait qu'on va pouvoir abuser de sa capacité. Et donc du coup, le deck va être full grosse créature, de la rampe à gogo, des gros artefacts, enfin voilà. Le but c'est de se dire, je leur donne j'ai le même avantage que mes adversaires grâce à mon commandant, mais je vais en tirer meilleure partie. Le mage du bazar, qui est ni plus ni moins que la version personnifiée du bazar de Bagdad, donc vous pouvez l'engager, piocher 2 cartes et vous défausser de 3 cartes. Comme pour le mage de la jarre qu'on a vu précédemment, c'est moins fort que le truc de base puisque la créature n'a pas la célérité. Mais dans les decks qui en ont besoin, c'est assez rigolo. Ensuite, on va passer à une carte qui a su s'imposer comme étant une des meilleures cartes de gestion du bleu, la Pongidification, qui, pour un bleu en éphémère, on peut détruire une créature, n'importe quelle créature, elle ne peut pas être régénérée, et on donne un 3/3 grand singe. Voilà. Le bleu détruit assez peu souvent les créatures, donc autant profiter des versions qu'on a. En parlant de détruire, on a un truc qui est assez cool aussi, qui est Acide de Réalité. C'est un enchantement qui a Disparition 3, donc en gros elle va arriver, elle va avoir 3 marqueurs. Au début de l'entretien, vous enlevez un marqueur, quand il n'y a plus de marqueur, vous sacrifiez le permanent. Et en l'occurrence, l'acide de réalité. Et l'acide de la réalité dit que quand il quitte le jeu, le contrôleur du permanent enchanté le sacrifie. Du coup, ce qui est très fort si par exemple vous le mettez dans un deck où vous allez avoir tendance à blinker vos enchantements. Coucou Brago, on te salue. Dans les cartes color shiftées du bleu, on peut retenir Éther Gelé, la version décalée dans les couleurs de Kismet ou Destinée, qui était un ancien enchantement qui vient de Legends aussi. Qui est blanc à la base, et donc là on l'a en bleu. Les créatures, artefacts et terrains que vos adversaires contrôlent arrivent en jeu engagés, c'est vraiment très très fort. On va passer au noir avec 3 petites cartes, la Malice selon le Diablotin, Miri la Maudite et la Damnation. Alors, Malice selon le Diablotin, c'est vraiment devenu une de mes cartes de cœur ces dernières années. Le noir a très peu de contre, le noir a très peu de moyens de se protéger. Malice selon le Diablotin en fait partie, ça permet de remplacer la cible d'un sort, qui est une cible unique, mais du coup on perd un petit peu de points de vie, le point de vie étant le coût de mana du sort, mais ça permet de gagner, bien souvent. Puisque les gens vont vouloir jouer le truc au moment où vous allez vouloir gagner, et vous pouvez décaler la cible. Ensuite, on a Miri la Maudite, qui est une version décalée dans les couleurs de la première Miri de base. Bon là, c'est un vampire, et elle a le vieux texte des vampires qui dit que quand elle mettait des blessures de combat à une créature, elle grossit, pour représenter le fait qu'elle boit le sang des créatures. Et enfin, Damnation, qui est la carte la plus iconique, je pense, de cette extension, qui est une colère de dieu, color shiftée en noir, avec l'illustration miroir quasiment des colères de dieu de l'époque.
En rouge, nous avons Acroma, Ange de la Fureur, la Pyrohépatite et le Guide Spirituel Simiesque. Alors, Acroma, c'est très très cher. Après, elle peut pas être contrecarrée, mais ça coûte 8. Elle a le vol piétinement, elle a énormément de mots-clés, mais ça coûte toujours 8. On a ensuite la Pyrohépatite, qui est la version décalée dans les couleurs de Peste, un enchantement assez classique, très très ancien, mais pourtant très très puissant. Pyrohépatite trouvera largement sa place dans les decks mono rouges qui veulent en abuser, donc de tête Néèble Éternel, Thoralf ou Torbran. Et enfin, le récemment banni du moderne Guide Spirituel Simiesque, qui est la version color shiftée de Guide Spirituel Elf, il me semble, que vous pouvez exiler de votre main pour ajouter un mana rouge. Ça saura trouver sa place dans les decks rouges qui veulent aller très très vite. Je pense au deck Birgi par exemple, ou encore Dargojeska. Des decks qui veulent poser leur pression, on va dire, le plus rapidement possible sur la table. On va passer au vert, avec la légendaire de l'extension, enfin de la couleur, qui est Jedit Ojanen Defrava. C'est un chat qui coûte beaucoup trop cher pour ce qu'il fait, et je pense que c'est tout ce qu'on peut dire dessus. 5-5 pour 6, c'est cher, ça a la traversée des forêts, donc c'est assez anecdotique. Et quand il attaque ou qu'il bloque, on peut mettre un 2-2, qui a la traversée des forêts. Mais ça reste pas bien, en fait. Par contre, dans les cartes color shiftées, on a 3 cartes qui sont bien. On a la garde d'essence, Sens à vif et le saut de primordium. La garde d'essence qui est tout simplement la gardienne des âmes mais en vert, donc c'est fort parce que du coup vous allez pouvoir la mettre dans tous vos decks elfes. Le Sens à vif qui est une version verte de curiosité, donc c'est toujours très très bien. Et enfin le saut de primordium qui est le saut de nettoiement si je dis pas de bêtises, mais qui était blanc à la base mais qui du coup devient vert. Donc ça reste très très bien. On va passer au multicolore où on a 6 créatures légendaires à proposer. On va parler d'une créature en particulier puis d'un cycle. Donc on va parler de Radha, héritière de Keld. C'est une créature qui propose de gagner du mana quand elle attaque. Donc du coup vous allez avoir tendance à vouloir la jouer rapidement, attaquer avec, générer du mana, utiliser ce mana pour faire des effets pendant les phases de combat. Donc soit jouer des tricks de combat, soit jouer des capacités actives, donc avec des artefacts, etc. C'est ok, ça fera un deck assez sympathique, sans être beaucoup trop puissant, à moins qu'il y ait quelque chose que je loupe sur cette carte, dans quel cas je vous invite à m'en parler dans les commentaires bien évidemment. Les autres créatures légendaires, eh bien c'est un cycle entier, c'est un cycle de 5 dragons qui font écho au cycle de dragons d'invasion. Donc ils ont tous le même coup de mana, c'est 3 et 3 colorés, ennemis. Ils sont tous 6-6 volants. Et ils ont, à chaque fois qu'ils infligent des blessures de combat, vous pouvez payer 2 incolores et une couleur. Si vous faites ainsi, il y a un effet. Alors pourquoi j'en parle en bloc comme ça? Eh bien parce que ils sont pas très bien. Tout, à part peut-être Numot le Dévastateur parce qu'il casse des terrains, mais ça s'arrête là. Intet le Rêveur, il permet de jouer une carte exilée. Oros fait gagner il inflige des blessures. Ténèbres, il réanime une créature, mais c'est pas fou. Et Vorosh, il grossit. Donc ils sont sympas, mais ils sont pas ultimes, quoi. Et enfin, on a un seul terrain dans l'extension, et non pas des moindres, qui est Urborg, la tombe de Yogg-Saibul, qui est un staple du format, qui permet de transformer tous les terrains en marais, que vous pouvez jouer dans des decks qui ne sont pas noirs, puisque le terrain n'a pas d'identité couleur. Urborg, c'est bien. Il est temps maintenant de parler de Vision de l'avenir, et qui est la dernière extension de ce bloc. Dans cette édition, les designers, ils se sont complètement lâchés, et ils nous ont proposé pas moins de 26 mots-clés et mécaniques. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu pour la première fois les termes lien de vie ou encore portée. Le mage de la douve. C'est le premier du cycle des mages, et dans Vision de l'avenir, après les terrains et après les artefacts, maintenant ce sont des hommages à des enchantements. Donc là, en l'occurrence, l'enchantement douve. Donc c'est une pièce de Stax, qui a un effet malheureusement assez moyen et qui pourra shutdown certains decks, mais le fait de laisser ça sur une créature, ça reste quand même pas foufou. On a ensuite le Cérébro Censeur Avma. Comment casser les pieds de vos adversaires? Eh bien en le lançant en réponse à une culture par exemple, ou à un fetch. C'est pas au même niveau qu'Agent de Traîtrise, je vous l'accorde, mais ça ralentira sans problème les decks rampes. Ensuite on a Avertissement de l'éclaireur. On sent déjà qu'avec le blanc ils se sont lâchés niveau design. Avertissement de l'éclaireur, c'est un petit sort qui paye pas de mine mais qui vous donnera énormément de flexibilité. Ensuite nous avons le Diadème du Point du Jour. Qui est-ce qui a dit Voltron? Parce qu'ici on a une aura qui est remplie de mots-clés, et avec un boost de stats pas dégueu du tout.
Le tout pour seulement 2 mana, moi je dis oui, oui et oui. Et enfin, la créature légendaire du set, enfin de la couleur, elle fait partie d'un cycle qui ont tous une capacité qui s'appelle Majesté, mais on va quand même prendre quelques temps pour la regarder, pour vous rendre compte que c'est pas très bien, hein. Défaussez-vous d'une autre carte appelée Oris Vigile Sanctive. Voilà, c'est bon, on sait que c'est pas bien en commandeur, on peut passer à la suite. On passe à la suite. Le bleu qui nous propose le Mage de l'Avenir, qui est la version créaturisée de l'enchantement qui a littéralement donné son nom au bloc, Vision de l'Avenir. C'est une pièce de combo, ou de card d'avantage, au choix. Pendant un moment, Vision de l'Avenir était joué comme kill dans certains decks Niv-Mizzet, parrain, qui voulaient profiter du fait d'avoir accès au-dessus de notre deck pour pouvoir jouer en réponse, enfin, ce genre de choses. Pacte de négation et retard, qui sont 2 contresorts très joués dans le format, l'un est littéralement gratuit, Pacte de négation, et permet de protéger sa combo au moment où on la lance, et l'autre est un peu coloré, donc plus facile à lancer, mais également en exile le sort lancé. Ces 2 cartes sont très appréciées notamment en CEDH, ou les parties n'ayant en moyenne que peu de tours de jeu. Donc par exemple, c'est pour ça que votre pacte de négation, on s'en fiche, parce que généralement au début de votre prochain entretien, payez 5 ou perdez la partie, on n'aura pas le temps de le voir. Et enfin, Venzer, forgeur savant, qui est un contresort sur pattes extrêmement flexible, qui aidera à sortir des situations un petit peu plus compliquées. Et en plus, il est légendaire, donc que demander de plus. En noir, nous avons 3 cartes. Nous avons le pacte de Tuerie, le gardien de la prison Vixid, et la couronne de l'oubli. Le pacte de Tuerie, c'était dans la même veine que le pacte de négation, c'est le sort gratuit, qui peut faire son petit effet à une table quand quelqu'un pensait être tranquille. Et attention, il faut pas oublier de payer 3, sinon... Le gardien de prison Ixlid, c'est un design unique pour l'époque, parce que ça visait les cimetières, enfin ça enlevait les capacités des cimetières dans un bloc où le flashback était de mise. Donc autant vous dire que quand quelqu'un faisait tour 2 gardien de prison Xylide, ça faisait un peu la tête. Et enfin la couronne de l'oubli, c'est une pièce de combo. Certaines personnes le jouent des fois dans des decks Gitrog. C'est une pièce de combo, on s'en sert pas pour le boost, on s'en sert juste pour le fait qu'on puisse défausser toute notre main en une seule fois. On passe au rouge et on commence par le Mage de la Lune, qui est la version créaturisée de la fameuse Lune de sang, Blood Moon, hein, pour les intimes. C'est une carte qui est vraiment très forte, parce que rien de tel que la satisfaction pour moi de punir un mec qui vient avec une mana base un petit peu trop aventureuse, ou une mana base 5 couleurs. Ensuite, on va parler de l'Ignus Grimaçant. Alors là, vous allez me dire, mais Emeric, t'es sérieux? C'est quoi cette très mauvaise pièce de rampe en rouge? Et vous auriez presque raison. Mais si vous ajoutez une Birgi dans l'équation, ou un réducteur de coût, eh ben vous obtenez un compteur de déluge illimité. Donc ça fait Ignus, 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 Ignus. Vous montez jusqu'à, je sais pas, 125, si quelqu'un a gagné des points de vie, et vous castez Grapeshot, ou Mitraille, qu'on a vu précédemment, toutes les copies de Storm rentrent dans la pile, et tout le monde est mort. L'Intimidateur Bolduirien, c'est une créature qui a un design un petit peu unique aussi, puisque ça dit que les couards ne peuvent pas bloquer les guerriers. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait jamais vu de carte avec le type couard. Et du coup, ce qui était rigolo avec ce truc, c'est qu'on pouvait transformer une créature en couard. Si vous jouez des guerriers, vous transformez un truc en couard, il peut pas bloquer, vous attaquez avec tout. On passe maintenant au vert avec, pour commencer, 3 cartes de groupe Hug, le Compteur de Bois-Cœur, le Mage du Vignoble et les Sacres de l'Abondance. Le Compteur de Bois-Cœur est un sylvain qui va féliciter les gens à jouer des créatures et qui va punir les gens qui jouent des sorts non créatures, car il va donner de la draw à tous ses adversaires. Donc dans notre format, c'est très fort, et plus vous allez monter en niveau de puissance, plus cette carte sera intéressante à jouer. Le Mage du Vignoble, qui est la version créaturisée du Vignoble d'Edalamri, si je dis pas de bêtises, dans la même veine groupe Hug, hein, puisque là, au début de la première phrase principale de chaque joueur, vous ajoutez vert à la réserve de ce joueur. Encore une fois, c'est censé vous donner encore plus d'avantages que ça n'en donne aux autres. Typiquement, je jouais cette carte dans un deck Omnat mono vert par exemple. Et enfin, Sacre de l'Abondance, qui est un enchantement très classique hein, au niveau des groupes Hug. Ça fait piocher tout le monde en une carte en plus, et ça permet de poser un terrain en plus. Ça accélère les parties, en l'occurrence. On passe à la suite avec le Pacte de l'Invocateur. C'est le pacte vert, ça permet d'aller tuto une créature et de la mettre en jeu. Et par contre, il faut pas oublier d'aller payer 4. Mais pour 0, au tour 2, aller chercher Vorinclex, ça semble assez rigolo. La fin de l'automne, les pétroglyphes de Muraganda et le Slivoid virulent sont nos 3 créatures time-shiftées. La fin de l'automne, c'est de la rampe en early ou de la draw en late game, donc dans les 2 cas, ce sera oui. Les pétroglyphes du Muraganda, ça va être une antienne pour les jetons, de quoi booster votre board d'ours ou de sa probionte. Les decks Ayula, les decks Gavé, les decks
Slimefoot, ce genre de choses. Et le Slivoid virulent, c'est pour ceux qui ne savent pas compter plus loin que 10. Puisque l'empoisonnement... Alors, l'empoisonnement est une mécanique qui dit que quand ça inflige des blessures, ils prennent autant de marqueurs... Ils prennent un marqueur poison. Bon, là, en l'occurrence, c'est empoisonnement 1. Mais par exemple, je sais que dans Future Sight, en noir, il y a un enchantement qui dit que la créature enchantée gagne empoisonnement 3. Donc si par exemple votre créature mettait des blessures, elle gagnait 3 marqueurs poison. Là, en l'occurrence, un Slivoid, des blessures égale 1 marqueur poison. Et le nombre de marqueurs poison ne sera pas équivalent au nombre de blessures. On va passer au multicolore en parlant de 2 cartes, puisque ce sont les 2 seules. C'est Joira des Gwituk et la Légion de Slivoid, donc 2 créatures légendaires. Joira, ça va vous permettre de faire un deck à la fois puissant mais affreusement prévisible, puisque toutes les cartes seront mises en suspension. Donc les gens vont littéralement voir la pile des cartes qu'ils vont devoir se manger. Mais ça permet par contre de faire des trucs idiots à base de Eldrazi qui arrive au tour 4, enfin en 4 tours, etc. Et la deuxième créature légendaire, c'est la Légion de Slivoid. Bah voilà, c'est un tas de Slivoid qui renforce tous les autres Slivoid. Parce que c'est vrai que les Slivoid, ils en ont besoin. C'est fort. On va parler de quelques artefacts maintenant, en commençant par le Mémorial d'Achroma. Donc c'est une bonne grosse antienne pour faire des jolies phases d'attaque comme on les aime. Ça va donner tous les mots-clés à vos créatures, c'est absolument incroyable. La Clé de Nuage, c'est un réducteur de coups. Simple, sobre et efficace. Attention tout de même à bien choisir le type quand vous allez la jouer. La Relique de la Coalition, qui est un caillou qui a un peu perdu de sa superbe. Avant c'était limite un staple, maintenant c'est un peu moins joué. Notamment parce que les gens ont tendance à vouloir réduire le coût de leur caillou. Et que 3, c'est un peu fort. Cependant, si vous jouez avec le côté mettre des marqueurs charge et que vous jouez avec de la prolifération, ça devient intéressant. L'épée des humbles, qui est un équipement qui paye pas de mime de prime abord, mais qui en fait est une petite pièce de combo dans certains decks artefacts, notamment Breya, parce que ça permet de faire Mécanoptère infini. L'amulette de voile pierre, qui est un moyen assez efficace de protéger votre board, mais c'est une carte qui demande un timing assez particulier. Là, on l'a mise parce qu'on trouvait ça rigolo. La garnison de Sombracier. Et si on repoussait les limites du design en mettant en place des fortifications, on attend toujours l'utilité de la carte et le set dans lequel ça sera, mais ça existe. Ça rend un terrain indestructible. On va parler maintenant de quelques terrains pour terminer, avec le Margouille du Marénois ouest de Tolaria et la Charmille Dryade. Le Margouille du Marénois, c'est un terrain qui verra rarement le champ de bataille. En général, il sera dans le cimetière, parce que Dragage, c'est fort. C'est une pièce de combo dans énormément de decks, notamment Gitrog, on le salue. C'est joué dans Windgrace, je la joue dans Ronéoplasme, enfin voilà. L'ouest de Tolaria, c'est fort, puisque ça permet de... On peut le transmuter, donc en gros, pour 3, on peut s'en défausser, aller chercher dans notre deck une carte qui coûte 0. Donc on peut soit aller chercher le terrain dont on a besoin, soit on peut aller chercher un pacte de négation, par exemple, ou une Wheel of Fate, ou voilà. On peut aller chercher un truc qui coûte 0, donc ça le rend très flexible et donc très puissant dans le format. Et enfin, la Charmille Dryade, qu'est-ce qu'il y a de plus lisible que de planquer une créature dans votre terrain, franchement. Non, plus sérieusement, c'est fort, c'était la première fois qu'on avait une créature terrain, c'est d'ailleurs une des seules qu'il y a encore. Mais c'est un petit peu compliqué, ça fait des trucs rigolos, à base de tour 1, je fais Green Sun Zenith pour aller chercher ma Charmille Dryade. Du coup, en fait, on a rampé avec un tuto à créature, ça ouvre des perspectives de jeu qui sont assez intéressantes. Et enfin, on termine Vision de l'avenir avec un pseudo-cycle, on va dire, de 5 terrains qui étaient là pour montrer ce que pouvaient être les manabas du futur. Donc on a les Cairns sculptés, le Bosquet des Brûle-Saules, la Canopée d'Horizon, Labyrinthe du Halo et Rivière de Larmes. On va passer rapidement sur Cairns sculptés et Canopée de l'Horizon, puisque ce sont des cartes qui ont vu en partie ou complètement leur cycle terminé. Les Cairns sculptés qui étaient le cycle de terrain de Sombreland et Eventide, Couche Ciel, et la Canopée de l'Horizon qui, grâce à Horizon du Moderne 1, s'est vu s'accorder la moitié ennemie du cycle. Bosquet des Brûle-Saules, c'est une carte qui était tellement forte, qui a été bannie, puisque le fait de faire gagner des points de vie aux adversaires, apparemment, c'était trop fort. Labyrinthe du Halo, on fait un coucou à Maker qui milite pour que cette carte voit son cycle terminé. Et Rivière de Larmes, qui a un effet qui est rigolo, puisqu'en fin de compte, ça va donner une couleur, mais si t'as touche terre, ça va donner l'autre couleur. Donc c'est un petit peu amusant. On en a du coup terminé avec cette analyse succincte et très rapide, en même temps, je vous l'accorde, de l'intégralité des cartes du bloc Spirale Temporelle. C'est un set que j'apprécie énormément, puisque, bon là on n'a pas eu le temps de parler de tout, mais c'est vrai qu'il y a des fois où dans les sets, dans ce set-là, on trouve des petites pépites, puisqu'ils se sont complètement lâchés, tant au niveau des réimpressions d'anciennes cartes, que du design des cartes futures.
Et du coup, pour notre format, c'est absolument incroyable parce que c'est là qu'on peut retrouver des rééditions d'une carte avec pas le même nom ou juste avec pas la même couleur. Et vu que nous, on est en singleton, et ben c'est vrai que du coup, c'est compliqué en fait d'avoir souvent des bonnes cartes. Par exemple, Harmonisation, on en a pas parlé, mais Harmonisation qui était jouée à l'époque, un peu moins maintenant, hein, puisque le vert pioche tout seul, était une carte qui a longtemps été jouée, et pourtant c'était une carte color shiftée, mais ça permettait au vert de piocher 3. Voilà, c'est ce genre de truc qui fait que ce set est apprécié, et que je pense que plus on va avancer, plus on va se rendre compte que c'est un set qui, pour le commandeur, est important. Pas juste intéressant, il est important pour le commandeur. Quand on a construit le script de l'épisode, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de cartes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, ne serait-ce que parce que vous avez pu pendant quasiment 1 heure entendre le son doucereux de ma voix. Vous en faites pas, Thibaut revient vite. Donc oui, voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si jamais il y a des cartes de Spirale Temporelle du bloc Spirale Temporelle dont on n'a pas parlé et que vous pensez que c'était très important d'en parler, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez juste envie de dire bonjour dans les commentaires, dites bonjour dans les commentaires. Écrivez bonjour dans les commentaires. Et voilà, c'est tout. Moi je pense que je vais vous laisser là, je vais vous dire à la prochaine. Salut!